public, c'est bien ça? Mais il y en aura d'autres. Voilà. Alors, le déroulé de notre soirée, je remercie le ministère qui est présent, le ministère de la Santé, avec Ray Tounoui, voilà, avec qui on travaille, on a un vrai partenariat. Et on va commencer tout de suite par les sciences fondamentales, avec notre ami Alain. Voilà, alors, après je vais faire la modération dans les questions, les interventions. Hein. Nous ne sommes pas dans la médecine alternative, attention, hein. Nous sommes dans la médecine, c'est une soirée intégrative. Le mot d'ordre est tous ensemble, ce qui va dire que seul on n'est rien. Donc ne partez pas dans des histoires, je sais, non, personne ne sait rien dans cette salle. Nous sommes très humbles face aux réalités de la vie qui est extrêmement complexe et on va vous en montrer la complexité dans un état qui s'appelle l'obésité. Merci Alain. Merci. Merci Eric, merci à tous d'être venus nombreux. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auteur. Avant ça, je suis technicien de laboratoire en fait. Et je me suis intéressé à la médecine fonctionnelle ou intégrative depuis une bonne dizaine d'années, essentiellement suite à une errance thérapeutique en fait. Donc en 5-6 ans, j'ai commis un peu tous ces livres. Le petit dernier à droite, c'est un peu l'exception, c'est la littérature. Et voilà, j'ai encore des projets là avec le docteur Lézimon. Je suis en train de mettre sur papier ces conférences. Donc tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est un résumé d'un chapitre consacré à l'obésité qui se trouve dans mon dernier livre Santé et longévité. Alors comment définir l'obésité? C'est pas évident. On a un vieux paramètre qui a plus d'un siècle en fait. C'est l'IMC. Donc c'est une mesure qui a ses limites. Voilà. Bon, on est obèse à partir de 30, en surpoids à partir de 25 et en obésité morbide au-delà de 40. Ça a ses limites parce que chez les sportifs par exemple, qui sont très musclés, ça ne fonctionne pas. Alors quelque chose qui est mieux défini déjà, c'est le syndrome métabolique. Parce que là on a des critères métaboliques justement, avec une élévation des triglycérides, une résistance à l'insuline, donc souvent un tour de taille augmenté, et parfois également donc, de l'hypertension. Donc voilà, le syndrome métabolique auquel peu d'entre nous échappent. Alors est-ce qu'il existe une pilule miracle? Bon, vu l'image que j'ai mise, vous connaissez la réponse. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a des compléments qui aident pour perdre le poids. D'ailleurs, Tahiti Marine Biotech est en train d'en formuler un. Mais bon, de traitement miraculeux, personnellement, je n'en connais pas. Alors, quelles sont les réponses face à l'obésité? Donc, en médecine fonctionnelle, souvent, on va vous dire de manger moins, bouger plus. Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas comme une voiture, ça ne tient pas compte de l'homéostasie, c'est-à-dire de la capacité du corps à s'adapter. Donc, dès que vous avez un stress métabolique, le corps va notamment s'adapter en réduisant le métabolisme, notamment en sécrétant de la reverse T3, dont on va parler tout à l'heure. Et donc, dès que vous allez vous remettre à manger normalement, vous allez reprendre du poids. Donc, c'est inefficace ou même aggravant. La chirurgie bariatrique, bon, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Effectivement, c'est la dernière chance et puis ça permet quand même d'améliorer pas mal de paramètres. La dernière pilule miracle en date, c'est l'Ozempic, dont tout le monde parle. Alors, les effets secondaires sont déjà connus. Ça va de la pancréatite aiguë jusqu'à un risque doublé de rétinopathie. L'effet rebond est également documenté, donc pour moi, c'est peut-être le futur scandale sanitaire, je ne sais pas. Tout en bas, je vous le mets juste pour info, mais c'est la recherche et développement. C'est off-label, comme on dit, c'est un peu underground. Il existe des peptides. Voilà, bon, par exemple, le premier, là, c'est un fragment de l'hormone de croissance, 176-191. Mais bon, de toute façon, ça, c'est utilisé déjà, notamment dans le milieu du bodybuilding, mais bon, c'est pas officiel. Alors, en médecine intégrative, on va s'attaquer à toutes les causes pour établir un métabolisme normal. Donc les causes, c'est la nutrition, la micronutrition. Je ne l'ai pas mis, il y a le mode de vie aussi. On va essayer d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Le riz d'ailleurs a cette propriété-là.
et on va rééquilibrer les carences hormonales. Voilà, donc voilà, aglobe, déglobe. Alors, tous les facteurs, on va aller assez vite. Les 10 facteurs, après on va parler un peu de génétique. Donc là, on a les faux coupables qui ont été désignés dès les années 70, le sel et le gras. Alors je ne dis pas que le sel, on n'en consomme pas trop, simplement, comme vous le savez, c'est le vecteur qui a été choisi pour compenser les carences en iode. Et malheureusement, donc avec toutes les campagnes qu'on a faites contre le sel, du coup maintenant, l'OMS reconnaît que les carences en iode sont devenues très fréquentes. Voilà. Alors tout ça, ça a été fait au profit d'un autre cristal blanc qui n'est pas le sel, c'est le sucre, dont les dégâts sont pourtant connus depuis longtemps. Là, je vous ai mis une étude intéressante au niveau de la grotte des pigeons au Maroc. Des chercheurs ont trouvé donc les squelettes des chasseurs-cueilleurs qui s'étaient sédentarisés, qui avaient commencé donc à augmenter leurs apports en hydrate de carbone, et donc ils leur ont trouvé un taux de carie en fait similaire à ce que l'on trouve aujourd'hui. Mais là, c'est la période du Pléistocène. Alors ici à Tahiti, qu'est-ce qu'on trouve? C'est pas la peine d'aller loin. Ça, c'est une photo que j'ai prise à moins d'1 kilomètre d'ici, que j'ai mis d'ailleurs dans mon livre. On a des distributeurs de boissons sucrées. Alors ça, c'est ce qu'on appelle couramment du pain blanc. Pour moi, c'est une bombe à insuline. C'est un aliment donc transformé déjà, qui n'a pas d'intérêt nutritionnel. L'index glycémique est supérieur à celui du sucre blanc. Voilà, donc c'est pro-inflammatoire, sans parler de la problématique du gluten, évidemment, au niveau de la perméabilité intestinale. Alors là, je voulais vous parler un petit peu de la goutte, de l'acide urique, en particulier de la voie du fructose, parce que j'ai vu passer des publications faites récemment avec des auteurs locaux, et on parle beaucoup de la voie des purines, de l'alcool, etc. Mais il y a la voie du fructose qui est majeure dans la production d'acide urique. Le fructose est métabolisé de deux façons. Il y a la voie calorique, comme pour le glucose, qui produit directement de l'énergie sous forme d'ATP, ou de glycogène ou de gras, si on ne bouge pas. Et donc il y a une autre voie non calorique du fructose qui produit de l'acide urique et qui induit directement l'obésité et le syndrome métabolique. Ça a été démontré par des expériences chez l'animal où on a distribué de l'allopurinol, qui est une molécule qui fait baisser l'acide urique. Et en fait, on s'est rendu compte chez le groupe traité qu'on avait beaucoup moins d'obésité et de syndrome métabolique. Évidemment, il y a une composante génétique pour l'acide urique qui est connue. Au départ, c'est un avantage évolutif en termes de survie de pouvoir synthétiser de l'acide urique. Sauf qu'aujourd'hui, à l'ère moderne, où on n'a pas besoin d'hiberner, où on n'a pas de restriction en nourriture, effectivement, ça devient handicapant. Alors, je vous ai mis cette étude pour, c'est stop aux idées reçues, parce que, qui dit goutte, acide urique, on pense toujours à des repas pentaglycémiques. Donc ça, c'est une étude qui a étudié donc, des groupes différents, des mangeurs de viande, des mangeurs de poisson, des végétariens et des véganes. Je vous laisse deviner le groupe où le taux d'acide urique, les niveaux d'acide urique sont les plus élevés, c'est chez les véganes en fait. Et les moins élevés chez les végétariens et les mangeurs de poisson. Alors pour les végétariens, l'une des explications pourrait être l'apport en produits laitiers, qui sont connus, c'est documenté pour améliorer la sécrétion au niveau rénal de l'acide urique. C'est bien un des rares avantages que je peux accorder aux produits laitiers. Voilà, alors rapidement les autres facteurs, il y a la pauvreté, il y a le manque d'éducation nutritionnelle. Moi je ne comprends pas qu'on, dans les écoles, il faudrait vraiment que ce soit enseigné dès l'école primaire, les problèmes de nutrition, que tout le monde parte avec ce bagage-là dans la vie. Alors les aliments vides de Jing, c'est un concept de médecine chinoise. En fait c'est simplement les aliments transformés qui sont pauvres en micronutriments. Donc on est loin par exemple des poissons qui sont choisis dans l'aquarium en Chine juste avant de les consommer. Donc c'est des aliments dits transformés, les AUT. Des portions toujours plus grandes, les châteaux servis par les roulottes, une prévention inefficace ou insuffisante. La flore intestinale altérée, cause et conséquence, c'est un peu les deux. Il y a une bactérie qui est très étudiée actuellement, c'est la Clamentia, je ne sais pas si Cédric en parlera, qui joue apparemment un rôle fondamental dans l'obésité. L'intestin étant une glande endocrine majeure, 90% de la sérotonine est sécrétée dans l'intestin. Donc, le manque de sommeil chronique, ça on n'en parle pas assez, le rythme circadien. Je vous ai mis en bas à droite le livre d'un des plus grands spécialistes mondiaux du rythme circadien,
Donc j'en parlais avec un monsieur tout à l'heure dehors. C'est vrai que s'exposer au soleil du matin, c'est fondamental pour avoir un bon pic de cortisol, justement. Il faut s'exposer au soleil du matin. Et ça permet également, pendant la nuit, d'avoir une bonne synthèse de mélatonine. Donc si tout ça est perturbé, donc on imagine les enfants qui sont mis dans les voitures à 4 heures du matin, souvent sans petit déjeuner. Voilà, donc la résistance à l'insuline, elle démarre dès les premières nuits de mauvais sommeil. Hein. Donc c'est une cause majeure. Alors l'heure à laquelle on mange, c'est aussi important. Donc effectivement, il vaut mieux un apport alimentaire dans la première partie de la journée, puisque donc ce qu'on appelle le complexe moteur migrant et puis le système digestif de toute façon est ralenti pendant la nuit. Donc l'apport, notamment en protéines et en graisses, doit être majoritaire dans la première partie de la journée. Là, je vous ai mis une étude qui le montre, que la digestion consomme plus de calories le matin que le soir. Une image du docteur Résimon, que j'ai oublié de remercier, je le remercie pour les images et puis pour tout ce qu'il m'a apporté. Donc sur les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, les PFAS, le fluor, le brome, le chlore, tout ça sur la thyroïde. Pourquoi je vous parle de la thyroïde? Parce que c'est une glande majeure qui joue sur le métabolisme. Donc tous ces produits-là, ça freine la conversion de la T4 inactive en T3 active. On va parler de l'enzyme d'ailleurs qui s'occupe de ça. Et ça favorise indirectement la sécrétion de la reverse T3, qui est une hormone un petit peu en miroir de la T3, mais qui bloque complètement les récepteurs. Faute de T3, il faut savoir que les mitochondries, qui sont nos centrales énergétiques, elles dysfonctionnent, elles ne marchent pas bien. Et les mitochondries, justement, ce sont elles qui produisent 60 kg d'ATP par jour. Et c'est aussi au sein des mitochondries que toutes les hormones stéroïdes sont sécrétées. Donc on imagine, quand ça ne marche pas bien, on imagine un peu les dégâts. Là, je vous ai mis le tableau Mendeleïev, c'est pas pour une révision du cours de chimie, mais c'est juste pour vous montrer, vous allez me dire pourquoi le fluor, le chlore, le brome, ce sont en fait des halogènes, c'est la même colonne, la même famille, mais ils sont plus légers que l'iode et ils prennent la place dans l'organisme. Alors le fluor, vous en avez dans les thés cultivés sur les sols pollués, vous en avez bien sûr dans certains dentifrices, dans certains chewing-gums, voilà, il vaut mieux fuir. Bon, le chlore dans la piscine et le brome, c'est tout ce qui est retardateur de flamme en fait. Alors la génétique, on va parler des polymorphismes génétiques. Alors qu'est-ce qu'un polymorphisme rapidement? On appelle ça aussi SNP en anglais, SNP. Les polymorphismes, c'est juste une erreur au niveau d'une paire de bases. Vous savez que l'alphabet de l'ADN est très simple, il y a juste 4 lettres. Donc c'est une erreur, c'est quelque chose de fréquent, ça se rencontre toutes les 300 paires de bases environ. Souvent ça n'a pas d'impact clinique. Mais parfois oui, alors un polymorphisme très connu, c'est celui de la drépanocytose, qui a permis aux populations du bassin méditerranéen de lutter contre le paludisme et qui induit d'autres problématiques. Alors tous ces polymorphismes ou SNP, en fait, ils sont étudiés dans ce qu'on appelle les GWAS et ils sont répertoriés dans la Genome AD database. On va parler des transporteurs lipidiques ApoE, il y en a 3, ApoE2, ApoE3, ApoE4. Ça c'est vraiment majeur au niveau alimentation, c'est pas mal de connaître son statut à ce niveau-là. On va parler de la DIO2, donc ça c'est pour la thyroïde justement. L'AMY1A, c'est l'amylase salivaire, c'est pas un polymorphisme, c'est un copy number variant, c'est-à-dire que nous avons tous de l'amylase salivaire, mais à des taux très variables. Il y a un facteur 10 jusqu'à 16 interindividuel. Et également le polymorphisme LCT, ou la capacité ou pas à digérer le lactose, des produits laitiers. Alors ApoE, le plus connu c'est l'ApoE4. Pourquoi c'est le plus connu? Parce que si vous êtes homozygote ApoE4, vous avez 15 fois plus de risque par rapport au reste de la population qui est ApoE3 d'avoir une maladie d'Alzheimer avec l'âge. Donc c'est surtout connu pour ça. Ça représente 17 à 20% de la population en Europe. ApoE3 c'est majoritaire, c'est 75%, ApoE2 il y en a 5-8%. Mais à l'origine de l'humanité, donc nous étions tous ApoE4. Le statut en ApoE4, il est adapté au régime paléolithique pauvre en graisse, parce que tous les gens qui sont ApoE4 homozygotes, donc il leur faut absolument pas, c'est pas interdit, mais il faut limiter quand même les graisses saturées, parce qu'en général ça s'accumule ainsi que le cholestérol. Et il y a ce problème de l'incidence d'Alzheimer. Voilà, donc il n'y a pas d'ApoE2 ou 3 chez les grands singes. Alors,
Il y a un contre-exemple que je vous ai mis, c'est le Niger, où il y a 2 fois plus quasiment d'ApoE4 qu'en Europe. Et bien justement, c'est un contre-exemple, puisque si en Occident le statut ApoE4 est plutôt néfaste pour les maladies neurodégénératives, donc voici une étude qui a démontré qu'au Niger, il n'y a pas plus d'incidence d'Alzheimer chez les porteurs d'ApoE4. Et l'étude conclut en fait à la puissance des facteurs environnementaux. C'est un peu le message que je veux vous faire passer. Il ne faut pas trop accorder d'importance à la génétique, c'est que la face visible de l'iceberg en fait. L'épigénétique, tout ce qui est facteurs environnementaux, c'est très puissant. Mais c'est pas mal de connaître quand même son statut génétique pour savoir d'où on part. Donc ApoE3 c'est apparu après, entre moins 150 000 et moins 180 000. C'est la majorité, c'est les 3 quarts de la population en Europe, ApoE3. Donc si vous avez ce statut-là, vous êtes adapté à le régime méditerranéen convient très bien. ApoE4, il y en a beaucoup moins, heureusement, je dirais. Bon, ça a tendance à augmenter un peu au détriment des E4. Ça maintient bas, voire trop bas le taux de cholestérol. Bon, le cholestérol, il ne faut pas non plus diaboliser, il en faut. C'est quand même la brique des hormones stéroïdes. C'est plutôt protecteur contre Alzheimer, donc ça c'est la bonne nouvelle. Pardon, je suis allé trop vite. Mais par contre, le problème des ApoE2, c'est que la digestion des hydrates de carbone se fait très mal. Donc les gens qui sont ApoE2 homozygotes, en fait, le régime cétogène ou high fat low carb leur convient très bien. Le DIO2 maintenant, c'est le gène de la désonidase, donc la fameuse enzyme qui retire l'atome d'iode à la T4 et qui permet justement de transformer la T4 inactive en T3 active au niveau tissulaire. Alors ça c'est un polymorphisme un peu particulier parce que nos ancêtres, en fait, Néandertal en Europe-Afrique ou Denisova en Asie Pacifique, ils étaient tous porteurs à 100% de ce statut DIO2. Ça veut dire qu'en fait, ils produisaient assez peu de T3. Mais avec l'alimentation ancestrale, il n'y avait pas besoin, les apports en hydrates de carbone étant limités, il n'y avait pas besoin d'avoir autant de T3 qu'aujourd'hui. Alors on en trouve entre 12 et 36% encore de DIO2 dans les populations. En Europe, je crois que c'est 14%. En Polynésie, je ne sais pas, c'est probablement comme d'autres pays de la région, un territoire dénisovien, donc avec un pourcentage non négligeable de cet ADN là, de Denisova. On est peut-être à 7, 18, 20 ou 25%, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est très important de le savoir si vous êtes traité pour la thyroïde, par exemple, parce que si vous êtes DIO2, le lévothyrox ne marchera pas, parce que vous êtes très mal transformé la T4 en T3. Donc vous aurez tout bénéfice à avoir une spécialité comme le Tiral, par exemple, qui contient la T4 et la T3. Alors si vous avez ce portage DIO2 et que, bon, comme tout le monde ici, on aime bien le poisson et le poisson du large, donc on a tous des taux élevés en méthylmercure. Donc tout ça, c'est un cocktail explosif pour le métabolisme. Une diapo de Stéphane, un petit rappel pour la thyroïde. Donc la brique des hormones thyroïdiennes, c'est un acide aminé, c'est la tyrosine, qui est également précurseur de neuromédiateurs comme la dopamine et la noradrénaline. D'où l'importance d'un petit déjeuner protéiné le matin pour avoir déjà un bon apport en acide aminé. Ensuite, il faut le diode. Tout va bien lorsqu'on en apporte déjà suffisamment, et tout va bien aussi lorsqu'il n'y a pas les perturbateurs comme le brome, le fluor ou le chlore qui viennent perturber ça. Donc idem pour les métaux lourds, le plomb, le mercure, etc. Donc la thyroïde produit environ 80% de T4 et 20% de T3, et tout le reste en fait de la T3 est produit au niveau périphérique avec cette fameuse enzyme désonidase lorsque vous n'êtes pas porteur de ce polymorphisme DIO2. Rapidement, je vous parle de l'amylase salivaire. Alors, ça peut paraître anecdotique. Je ne vous parle pas de l'amylase pancréatique, qui est connue de tous les médecins. Là, on parle de la digestion céphalique qui se passe au niveau de la bouche dès qu'on commence à manger. Et c'est très important pour la suite des événements, en fait. Donc, l'amylase salivaire, nous avons, c'est un copy number variant, donc il y a un facteur très variable. Votre voisin peut en avoir 10 fois plus que vous ou 10 fois moins. À savoir, donc, le loup, par exemple, n'a pas d'amylase salivaire, le lien en possède. D'après la littérature internationale, donc, la majorité des gens ont le statut ancestral, donc, plutôt intolérant aux glucides.
Les plus chanceux sont les hétérozygotes ou ceux qui ont le statut moderne, qui ont le plus de copies en amylase salivaire. Je vous montrerai une étude après. Et le génotype SCT, donc ça c'est l'intolérance au lactose. Alors, dans le monde, les 75% de la population en fait est intolérante au lactose. En Europe, c'est l'inverse, surtout en Europe du Nord où les gens sont très tolérants vis-à-vis des produits laitiers. Cela dit, le programme national nutrition et santé, PNNS, a longtemps préconisé 3 produits laitiers par jour. Je ne suis pas entièrement d'accord, surtout en Europe du Sud, les produits laitiers ne sont pas toujours très bien supportés. Alors pourquoi je vous mets ça? Parce que qui dit aliment donc mal digéré, dit dysbiose intestinale. Et donc lorsqu'il y a dysbiose intestinale, bon, il y a tout qui se dégrade au niveau métabolique. Alors, on n'est pas tous égaux face au sucre, effectivement. Ainsi, cette étude qui a été faite à Mexico, où il y a pas mal d'obésité également, et où il y a une grosse consommation d'amidon. Et l'étude a conclu que les groupes d'enfants qui avaient le plus grand nombre de copies en amylase salivaire, justement, avaient un poids normal. Et donc, voilà, vous trouverez plusieurs études sur PubMed sur l'amylase salivaire. Un dernier mot sur les hormones, donc andropause et ménopause. La testostérone, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est une des hormones brûle-graisse par excellence, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Les femmes déficientes en testostérone ont souvent beaucoup de cellulite. Alors, la production est différente, évidemment, il y a un facteur 10-12 entre l'homme et la femme. Chez l'homme, c'est les testicules, chez la femme, l'essentiel de la DHEA provient d'un précurseur. L'essentiel de la testostérone provient du précurseur qui est la DHEA. Alors, le graphique ici que j'avais mis dans Pleine Santé, qui montre que malheureusement, donc chez l'homme, il a été démontré que les taux en testostérone totaux sont à la baisse depuis les dernières décennies, en fait. Donc, on est passé d'environ 5,5 nanogrammes ml à maintenant, on est plutôt autour de 4,5 lorsqu'on a la soixantaine. La ménopause également. Je vous parle très rapidement. Simplement, sachez que les hormones, c'est comme une symphonie. Et donc, ça joue également sur la thyroïde. Les œstrogènes freinent la fonction thyroïdienne. La progestérone accélère la fonction thyroïdienne. Et donc, il y a plusieurs scénarios de ménopause. L'un des plus fréquents, c'est d'avoir une baisse de progestérone. Et lorsqu'elle n'est pas traitée en phyto ou en hormones bioidentiques, on a de facto une hypothyroïdie fonctionnelle. Donc ça, on ne le dit jamais, et c'est vrai que la ménopause n'est pas traitée, c'est pas suivi par le même médecin que les problèmes de thyroïde. C'est un peu dommage, parce que tout ça, c'est interrelié en fait. Donc en bref, voilà, donc on a des facteurs multiples. J'espère vous avoir convaincu la nécessité d'une alimentation personnalisée. Donc un microbiote perturbé qui auto-entretient, lorsque vous avez des mauvaises bactéries, ça va vous donner des fringales sucrées en fin de journée. Pareil, si vous avez une candidose également, en plus ça va effondrer votre taux de cortisol. Donc un environnement dégradé, avec la pollution, donc ça c'est toute la partie épigénétique. Une transition alimentaire brutale, donc à Tahiti clairement c'est l'avant-après CEP qui a vraiment fait une transition très brutale. Le rythme circadien, jour-nuit, comme je vous l'ai dit, avec les embouteillages, les écrans et l'impact sur le diabète. Donc malheureusement c'est important de bien s'exposer le matin à la lumière pour le cortisol, comme je vous l'ai dit, et le soir de limiter les écrans pour une bonne synthèse de mélatonine. Voilà, les carences hormonales précoces, tout ça, je vous ai mis en dessous les principales hormones brûle-graisse. Voilà. Et tout ça, ça a un impact probable sur l'espérance de vie sans incapacité. Peut-être pas l'espérance de vie tout court, parce que la médecine a fait beaucoup de progrès, mais bon, sur l'espérance de vie en bonne santé, ça a très probablement un impact. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre de l'ami Georges Mouton, que je devais écrire avec lui. Bon, je me suis désisté pour diverses raisons. En tout cas, le livre est là et je vous le conseille. Si vous voulez en savoir plus sur les génotypes, tout est expliqué dans ce livre du docteur Georges Mouton. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci Alain. Non, ça veut dire trop, on en a trois.
pour cet exposé rapide et assez complet. Alors on a quand même la chance d'avoir M. Sébastien Nunez, qui est là, le chef de service d'endocrinodiabétologie, donc qui est médecin et qui va aussi